Alors salut Chloé, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le disco soup? En quoi ça consiste? Alors la disco soup, c'est un mouvement de sensibilisation au gaspillage alimentaire qui a été créé à Paris en 2012 et maintenant il existe des disco soup dans le monde entier où on récupère les invendus chez des commerçants ou auprès de marchands. Nous là c'était après le marché Place Saint-Marc. On a récupéré plein d'invendus qui sont en train d'être découpés, lavés, découpés, préparés et avec lesquels on va faire une soupe et aussi une salade de fruits parce qu'on a récupéré pas mal de fruits pour ensuite les distribuer à prix libre vers 18h30 sur la place. Il y aura aussi des groupes de musique, des animations. C'est la combienième édition de cette disco soup à Rouen? La 3e à Rouen. Et toujours sous la pluie. Là, il y a une petite éclaircie, voilà, donc on prie pour tout à l'heure. Ça marche. Bah merci, on se recroise plus tard. À tout à l'heure. Donc l'association Slow Food. Elle existe depuis... Elle existe depuis 2006-2008 à Rouen. Ouais. Donc, moi j'avais milité au Larzac en 2003. J'avais participé au rassemblement du Larzac en 2003 à l'organisation. Ouais. Et Slow Food m'est apparu par la suite comme une réponse au thème qui avait été soulevé en 2003 au Larzac. Ouais. Enfin, pour un cuisinier qui s'interroge au sujet de l'aspect de production. Un cuisinier a besoin de producteurs en amont qui lui fassent de la bonne, des bons produits, des produits sains, des produits goûteux, sains. Et cette thématique d'une production vertueuse dans le respect de l'environnement qui permet aux artisans et aux producteurs d'en vivre, cette thématique elle s'est affirmée au fil du temps. On était précurseurs, on était à contre-courant dans les années 2000, 2006, 2008. Il y a quand même un moment donné en France où l'industrie agroalimentaire a occupé beaucoup d'espace, on va dire. Ouais. Et aujourd'hui, tu considères que vous êtes toujours à contre-courant ou ça commence à changer? Alors, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que les idées qu'on défend, nous n'en sommes pas propriétaires, et tant mieux, mais que par contre elles sont beaucoup reprises et qu'elles se développent concrètement. Il y a une forte demande de la part des consommateurs, il y a une forte demande sociétale pour pouvoir s'approvisionner en produits locaux, produits dans le respect de l'environnement. Notre slogan en fait c'est défendre une alimentation bonne, propre et juste. Ouais. Donc le goût en fait évolue. Enfin le goût évolue au fil du temps, le goût peut être dicté par un industriel. Alors, moi j'ai un exemple, c'est le camembert. Il y a une personne chez Lactalis qui est responsable du goût du camembert, il ne supporte pas l'amertume dans le camembert, donc il produit, en fait, c'est lui qui choisit les ferments qui vont donner le résultat final et qui conduit la fermentation, l'affinage, la production du fromage. Donc lui il ne supporte pas cette saveur amère qu'il peut y avoir dans le camembert et le résultat c'est que les camemberts de Lactalis, cette saveur amère, légèrement amère a disparu des camemberts de chez Lactalis, alors que on a un producteur qui s'appelle Patrick Mercier qui fait du camembert au lait cru dans sa ferme avec un coupeau de race normande. En fait, il fait du camembert qui a le goût des années 50, en respectant les règles, qui a le goût des années 50-60, en respectant la réglementation sur l'hygiène des années 2000 et la législation du travail. Et dans son camembert, on retrouve cette fin d'amertume. Et quand il passe, il y a une dégustation avec le système de l'AOC. Je reviens. Les produits AOP sont soumis à une dégustation. Son camembert est recalé. Le goût de son camembert ne correspond pas à ce qu'attendent les membres de l'AOP. Tu peux te faire éjecter en fait. Non, à ce point-là, ah ouais. Oui, c'est arrivé pour le Salers. Il y a une productrice de Salers qui fait son fromage à partir des ferments de sa ferme et elle a été virée de l'AOP. Ça montre les limites de l'AOP,
ça montre comment le goût d'un produit peut évoluer au fil du temps, comment un industriel peut faire évoluer le goût d'un produit. L'imposer. Du moyen terme, long terme. Oui, comment il l'impose, oui. Tout à fait. Comment ce goût qui a été déterminé par l'industriel s'impose au plus grand nombre. Bon, où c'est gênant, c'est quand ça écrase ceux qui ont envie de faire différemment. On a le même raisonnement avec le pain. C'est-à-dire si on peut faire du pain avec de la levure industrielle, de la levure de boulanger industrielle, on peut le faire au levain. Le levain, il est différent d'un boulanger à l'autre. Et c'est le même principe pour les graines, les semences paysannes par exemple? Oui, les semences en Normandie c'est compliqué parce qu'on n'est pas une région productrice de semences. Ça vient du climat. On achète les semences plutôt, on n'est pas. Mais oui, sur le principe c'est la même chose. Il y a une forme d'uniformisation au niveau des variétés, au niveau du goût, c'est une réalité. Et ça c'est quelque chose contre lequel SoFood se bagarre, et donc on soutient des producteurs qui veulent que leur production ait des saveurs, des caractéristiques spécifiques à l'endroit où ils sont. Pas le contraire c'est une forme de sauvegarde de la biodiversité. Mais la biodiversité, on l'a dans un camembert, on l'a au niveau de la flore microbienne. Tu as une flore particulière à chaque ferme. Donc si tu travailles sur du pasteurisé ou du microfiltré, c'est uniformisé. Là, Patrick Mercier ne désinfecte pas le pied de ses vaches. Il le lave. Il les lave simplement à l'eau. Il fait très attention. Il regarde avant. Il ne faut pas que le pied soit malade. Il ne faut pas que la vache soit saine. Et après, sur le pied, il y a une flore particulière. Et donc... il respecte ça. Oui. Et nous, on milite, on agit de façon à ce que les producteurs de fromage puissent travailler à partir de ferments natifs de la ferme et produire des fromages uniques. En fait, c'est un peu c'est presque du haut de gamme, quoi. Pas du haut de gamme, c'est une forme de haut de gamme. Aujourd'hui, c'est du haut de gamme. Dès qu'on sort de la standardisation de l'industrie, c'est du haut de gamme. Oui. Oui. On sait que les grands restaurants parisiens, par exemple, utilisent les semences de Cocopelli, par exemple. Il y a une sorte d'hypocrisie, quoi. Oui. Oui, par contre, les grands chefs comme Rollinger, Michel Brasse, même Ducasse, Michel Brasse et Rollinger sont très proches du mouvement SoFood. Ouais, Michel Brasse. Et ils ont relevé la tête du guidon. En fait, les affaires de Rollinger et de Michel Brasse sont maintenant tenues par leurs enfants. Et donc ces grands cuisiniers, comme les petits cuisiniers d'ailleurs, il n'y a pas de taille, il n'y a pas besoin de hiérarchiser. Mais par contre, moi je considère qu'il y a une partie des artisans cuisiniers qui ont bien compris les enjeux liés au changement climatique, liés à l'érosion de la biodiversité, liés à la disparition des petits producteurs, des paysans, l'évolution du monde paysan. Il y a bien eu une pétition lancée par Rollinger il y a 2 ans ou 3 ans contre la fusion Monsanto-Bayer. Donc il y a bien une prise de conscience par rapport le contenu de l'assiette. En fait, ça ne se résume pas à des aliments. Il y a des hommes derrière qui vivent, qui se lèvent tôt le matin, qui bossent dur, qui se battent. Il y a des efforts de fait. C'est pas des gens qui s'enrichissent, c'est des gens qui cherchent simplement à vivre leur travail honnêtement, exercer leur art, qui sont passionnés, qui méritent qu'on respecte leur travail, qui méritent le respect déjà, et puis qui méritent de vivre de leur travail. Donc on est dans cette démarche-là. Un autre exemple, là, il y a cette semaine sur France Culture, il y avait une interview d'une représentante du mouvement vegan. En face d'elle, il y avait M. Ariès, qui est proche du mouvement Slow Food. Et il disait, voilà, derrière le mouvement vegan, il y a un lobby qui veut promouvoir la viande à partir de cellules souches, la viande artificielle à partir de cellules souches. Ça c'est un projet à se faire c'est un projet à devenir milliardaire, cette histoire-là. Mais de l'autre côté, qui est derrière, on ne sait pas. Par contre, de l'autre côté, il y a plus d'1 milliard de paysans sur Terre qui font leur travail correctement, qui respectent l'environnement
qui cherchent simplement à vivre, qui élèvent leurs animaux, qui ne les maltraitent pas. Je disais, c'est un équilibre dans une ferme d'avoir des animaux. Vous avez un apport de matière azotée, ça enrichit le sol. Bon voilà, d'un côté on a une multinationale avec un lobby très puissant qui veut imposer la viande à partir de cellules souches, et de l'autre côté on a plus d'1 milliard de paysans. Bon, pour relativiser, remettre les choses à leur place, si à un moment donné arrêter de gober. Dans votre génération, certains jeunes, vous êtes pour rien quoi. Mais de la même façon on fait pousser les tomates hors sol, vous avez aussi, il y a une partie de votre génération est élevée hors sol. Là, vous n'êtes plus dans la... Enfin comment? Vous êtes coupé de la réalité. Du terrain, vous êtes vous êtes dans le virtuel. Alors que bon, ma maman avait une auberge avec un jardin et 80% de ce qu'on servait à l'auberge venait du jardin. Et on s'approvisionnait dans un rayon de 10 km. Et l'auberge fonctionnait encore en 1980. Donc ça remonte pas, ça remonte pas à la nuit des temps. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup d'axes après par rapport à ce coup à l'alimentaire. Voilà, aujourd'hui, moi je suis très content d'être là. C'est une très belle action avec zéro déchet. Pour moi, c'est un grand plaisir de faire cette action avec des jeunes, faire du bien entre les générations, de montrer qu'on peut faire différemment, avec de la bonne volonté. Le collègue qui est là, Albert, il a appris à travailler juste après-guerre. Jusqu'en 1949, en France, c'était le rationnement. Les gens ont vraiment eu faim. Il a un souci, l'économie, il a une approche de l'économie par rapport à l'alimentation, enfin comment dire, une approche économique par rapport à l'alimentation, il ne gaspille rien. Il n'est pas radin. Mais par contre, il sait tout utiliser. Il sait tirer... il sait tout utiliser. Des aliments, de ce qu'il a à sa disposition, de ce qu'il a appris à la fin d'une période, lui, parce qu'il a été apprenti à une époque où il n'y avait rien à manger. Où on grattait, quand tu déballais une demi-livre de beurre, moi je l'ai vu travailler, Albert, je travaille avec lui, hop, tu grattes tout ciel. On a changé d'époque. C'est intéressant qu'il y ait un lien qui se passe après, que tous ces savoirs, que ce soit des savoir-faire au niveau de cuisine, ou les savoir-faire des paysans, avant de l'époque de l'attraction animale, soit passé à votre génération. En deux générations, on a voulu, les grands lobbies agro-industriels ont voulu tout effacer, apporter. On vous dit que c'est le bonheur, on vous dit que c'est le progrès, on vous dit que c'est le bonheur. On vous apporte le bonheur, on vous apporte le progrès. Après, personnellement, pour moi, c'est un devoir d'accompagner les jeunes. Est-ce que à une certaine période, tu étais loin de ces idées-là et il y a eu un déclic, un basculement? Le déclic, si tu veux, ça a été quelle année hein. En 90, j'étais prof à Rouen, à la Valasse, au lycée hôtelier de Rouen. Et donc là, la première question, c'était par rapport à la McDonaldisation de la nourriture, de l'alimentation. On a McDonald's qui commençait à prendre de l'expansion. Et avec le proviseur du lycée de l'époque, on se posait la question comment contrecarrer, comment limiter, freiner. Donc ça a commencé comme ça. Il y a eu ensuite une conférence de Jean-Robert Pitt, qui est un géographe, qui doit être vice-président de la Sorbonne, qui est venu faire une conférence à Étienne du Rouvray, toujours sur la thématique McDonaldisation de l'alimentation. Donc ça s'est construit au fil du temps, si tu veux. Voilà, tu as un modèle agro-industriel qui vise le profit à court terme, alors qu'en fait, le modèle agricole, il se construit à moyen terme, long terme. Quand tu penses à un modèle agricole, tu le penses moyen, long terme. Voilà, il y a une approche différente. Et pour la cuisine, il y a l'approche... La grosse ? Ouais, c'est bon, je prends, merci. Donc là, il y a une réflexion pour les cuisiniers... à Slow Food, il y a une branche cuisine qui s'appelle l'Alliance des cuisiniers. C'est un think tank, c'est un labo de Gamberge. Donc on réfléchit comment construire des rapports avec une approche systémique où on prend en compte l'ensemble des impacts, l'ensemble des acteurs. Donc comment construire les relations entre les éleveurs, les producteurs, les maraîchers, les pêcheurs et les artisans cuisiniers, de façon à bâtir des relations qui permettent à chacun de vivre honnêtement de son métier, dans le respect de l'environnement, avec les valeurs qui sont portées par soi. Et est-ce que l'agro-industrie est très présente dans la formation des cuisiniers? N'en parlons pas. N'en parlons pas, mais tu as envie d'en parler un petit peu? J'ai un devoir de réserve et je peux en parler.
Ça marche. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. De toute façon, après, il y a un problème de temps. Même par exemple, la disco soupe, on peut pas. J'ai rencontré une jeune femme de zéro déchet qui avait le projet de récupérer les invendus pour les transformer en soupe. Mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de temps. Et à partir de là, c'est pas rentable. Tu t'arrives. Après, si tu le fais avec une entreprise de réinsertion, si tu payes pas la main-d'œuvre, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Si tu payes la main d'œuvre, c'est pas possible, c'est pas jouable. Il y a un problème de coût. Enfin, il y a vraiment, ça c'est une réalité. Il y a quelques équations, enfin oui, il y a quelques équations pour lesquelles j'ai pas de réponse, et notamment, alors que j'ai pas encore les réponses. L'accès à une nourriture de qualité pour tous. Donc ça, c'est en cours. Ça reste encore compliqué. La génération, tu reprends 2 générations en arrière, en fait, les gens faisaient leur jardin. Alors par contre, on voit par exemple le retour des poules qui mangent les déchets alimentaires. Les gens découvrent les poules. On découvre que les poules mangent les chenilles. Si tu mets des poules de race patrimoniale dans un verger, elles vont te bouffer les chenilles, et que même si tu mets des moutons, tu n'as plus besoin de désherber. Tu mets des moutons au pied des pommiers, tu n'as plus besoin de désherber. Bon, on découvre un peu l'eau chaude, quoi. Bon, c'est intéressant. Des choses que finalement l'homme connaît depuis des centaines d'années et qu'en quelques dizaines d'années on a oublié. Oui, tout à fait. On peut les cuire. Bonsoir, attends, j'ai un pépin dans la bouche. Ils sont encore. Bonsoir les filles. Bonsoir. Alors comment vous avez trouvé la soupe de ce soir? Très goûteuse, Bon petit parfum, épaisse mais bien chaude. une belle soupe au radis. Ah oui. On n'est pas sûr que ce soit du radis, mais C'est que du radis. À vrai dire on sait pas ce qu'il y a dedans. Ah il y a un peu de tout. Bon bah voilà. Et de l'amour. c'est ça. Alors est-ce que la soupe est bonne? Oui, elle est bonne, très bonne. Elle est très bonne. Oui très bonne. Mais est-ce que vous savez d'où viennent les légumes? Les restos du marché? Oui. Les invendus. Voilà. Des légumes. Les invendus du marché du dimanche de Place Saint-Marc, ouais. Et du curcuma dedans. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça, du gaspillage alimentaire? Est-ce que vous y êtes sensibilisé dans votre quotidien? Je pourrais pas imaginer jeter un truc, quoi. Je suis un peu psychorigide là-dessus, donc chez moi, il faut finir son assiette. Quand même Moi aussi j'ai la platite, c'est-à-dire il faut finir le plat. Mais c'est plus la question, c'est bien de se organiser comme ça. Enfin, que ce soit un mouvement général et que pas que ça repose sur les épaules d'une personne, genre finis ton plat Enfin, le truc qu'on a tous entendu quand on était petits. C'est délirant. C'est délirant. Donc il ne faudrait pas y avoir de gaspillage justement. Vous, est-ce que dans votre quotidien, vous avez des petites solutions pour ne pas faire de gaspillage? Manger. Non, en vrai. Non mais en vrai, je sais pas, moi je me suis. En fonction de son appétit, en petite quantité. Et racheter si on a plus ce qu'il faut. Voilà, c'est comme ça. Non mais c'est vrai, et pas hésiter à cuisiner avec les restes qu'on a, enfin tous les restes qu'on a dans le frigo, quoi, faut pas avoir peur. Et c'est vrai que là, moi je me suis rendu compte que avec tout ce que vous avez pu faire en fait, en salade de fruits et en soupe, c'est énorme en fait le gaspillage qu'il y a juste sur un marché. Donc tous les marchés de France, je pense qu'on pourrait en faire de la soupe. Est-ce que vous savez en moyenne ce que perdent les gens par an en gaspillage alimentaire au niveau argent, par foyer? 500, 1000 balles. 450 €. 450. Parce qu'en fait on jette du plat. Ok. Est-ce que vous savez combien de pourcentage de gaspillage alimentaire est dû aux particuliers? De la globalité du gaspillage alimentaire? 5-10%, 10 pour 15%. Ah, la part des particuliers? Pour moi, c'est la majorité, c'est juste les industriels qui jettent en grande partie parce qu'il y a des problèmes de vente. Marché, ouais, principalement. 30% les particuliers. 30%, bah merde. Et du coup, après, c'est quoi le... C'est presque, et par an, c'est presque 450 € de perdus en fait par les particuliers. Vous voulez ajouter quelque chose? Joli micro. Bon bah merci, bonne soirée. Maintenant qu'on a fini la soupe, on va donner notre éco-cup à Claire, parce que la pauvre elle est à la vaisselle, toute seule. Ça va enchaîner un peu plus. Voilà Claire, merci beaucoup. Le sacrifice, c'est beau.